Par contre, pour le député de Laurier-Dorion, 17 minutes et 3 secondes comme dernier bloc. Merci encore une fois, Madame la Présidente. Et donc, écoutez, on va revenir sur la question de la francisation parce que il y a l'impression que vous avez fait des couples dans ce domaine-là qui est pourtant névralgique pour l'avenir du Québec tout court. Pourriez-vous nous donner les budgets alloués à la francisation dans son ensemble pour l'année 2024-2025 versus l'année 2025-2026? Ben, c'est 200. Les dépenses globales de 2020. Le budget de cette année francisation est à 258 millions, vous me corrigerez, ou à peu près. Et les dépenses de l'année passée étaient équivalentes à 256 millions versus un budget qui était à 325. Versus, je comprends pas. On a donc dépensé moins d'argent que ce qui avait été prévu l'année passée dans Francisation Québec. Donc, les dépenses de l'année passée versus le budget de cette année sont similaires. Parce que, veux pas, comme je le disais tantôt, il y a une tendance à la baisse en termes de francisation dans les prochaines années. Donc, il est faux de prétendre que des coupures, comme j'ai mentionné tantôt à votre collègue de l'Acadie, il est normal que, premièrement, il y a une baisse d'enseignants au MIFI entre l'année passée, dans les 2 dernières années, une baisse de 0,62 %. Il n'y a pas de panique en la demeure. Mais, de l'autre côté, l'offre et la demande vont évoluer dû au fait qu'autant du côté du fédéral on souhaite obtenir moins de demandeurs d'asile et nécessairement de PMI. Alors, l'offre va s'ajuster à la demande. Il est donc normal que certains contractuels ne voient pas leur contrat renouvelé comme tel. Donc, vous avez approuvé, grosso modo, les mêmes montants, mais cette année, vous avez dépensé moins que l'année passée parce qu'il y a une baisse de la demande. C'est ça qui vous êtes les sommes globales versus budget dépenses des 2 dernières années sont équivalentes à 1 million ou 2 près. Là. Donc, on va dépenser les mêmes sommes que l'année passée ou à peu près. Donc, il n'y a pas de baisse de fréquentation en il y a une baisse de francisation entre l'année record où on était à 91 000 ou des poussières. Là, on va être à 258 millions. Le budget, voyez-vous, là, on était à 2024, 2025, j'ai eu des chiffres précis, on était à 291 millions, si vous voulez prendre en note. On était à 325 en 2025, 2026. Puis on va être à 258 en 2026, 2027. Très bien. Mais est-ce qu'il y a eu une baisse de fréquentation ou pas? Une fréquentation. Il y a une baisse du nombre de personnes qui sont francisées. Ça va de soi. Donc, on est passé de 91 000 à 73 000 personnes qui ont été francisées au 31 janvier 2026. Est-ce parce qu'il y a tout simplement moins de gens qui demandent la francisation ou est-ce parce que vous avez imposé des critères qui excluent des gens? Non, mais comme je l'ai mentionné tantôt, la liste d'attente est passée de 33 000 l'année passée. Au 31 janvier, vous me corrigez, Mme la sous-ministre, à 5 000, on fait un chiffron, là. 33 000 à 5 000. Donc bien. Là, il y a encore du monde. Okay. Beaucoup, beaucoup moins. Mais veut pas, vu les impacts des résidents non permanents, des temporaires qu'on appelle, le flux va être moindre. Il est donc normal que dans les prochaines années, les budgets reliés à la francisation ou les contrats que nous avons avec certains contractuels, je pense que la meilleure façon de l'expliquer poliment, ne soient pas renouvelés parce que l'offre et la demande va évoluer dans ce cas-ci. Quel est le pourcentage de personnes inscrites à une démarche, une trajectoire de francisation qui complètent les programmes ou qui atteignent le niveau 7? Je crois que c'est le niveau 7. Le niveau 7. Le niveau demandé, non? Il faut que vous me donniez, vous me reposez une autre question, puis qu'on fasse la recherche. Je vais faire le lien avec la question des demandeurs d'asile. Est-ce que les demandeurs d'asile sont admissibles à la francisation à temps plein? Oui. Oui? Oui. Pourtant, les informations qu'on a de la TCRI, c'est qu'ils ne seraient pas admissibles. Est-ce que vous êtes sûr de cette information-là? Oui. Le sous-ministre adjoint me confirme que oui. Ils sont admissibles? Oui.
Très bien. Écoutez, dernièrement, on a eu des informations comme quoi, dans le sens qu'il y a une augmentation préoccupante des renvois des membres de la famille des demandeurs d'asile. Donc, un époux, un fils, un parent d'un demandeur d'asile qui sont arrivés en groupe familial. Il y a eu des déportations là, et donc on nous dit aussi que les renvois du Canada ont bondi de plus de 50% en 2023 et 2025, passant de 15 000 à plus de 23 000. Et une grande majorité de ces déportations-là se produisent au Québec. Là. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation-là, monsieur? Ben, j'ai eu vent, monsieur le député, de cette situation. Je vous dirais que je suis extrêmement préoccupé et sensible par cette situation, mais il reste que la décision finale est prise par l'Agence des services frontaliers, si je ne me trompe pas, l'Agence des services frontaliers. Donc, c'est à eux de répondre de cette situation, mais j'imagine que quand cela arrive, ça doit être parce qu'il y a des conditions X qui ne sont pas reconnues ou respectées. Puis je le dis très poliment, là. Très poliment, je ne connais pas les dossiers. Je sais que c'est très peu de dossiers, là, mais il reste quand même que ce soit 1 ou que ce soit 12. Il reste que ce sont des humains, puis qui sont on brise la famille. Là. De façon générale, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes en accord ou en désaccord avec les faits de désunir des familles là, qui font la demande, dont un membre fait la demande du statut de réfugié? Je comprends votre question, monsieur le député, là, mais je ne peux pas statuer et répondre de cas particuliers que je ne connais pas. Pourquoi? De façon générale. Oui, mais je vous l'ai dit, je suis extrêmement sensible. Mais je sais que ça peut être immensément déchirant de dire à monsieur ou madame, vous devez quitter pour des raisons que je ne connais pas. Mais si l'Agence des services frontaliers prend cette décision, il faudrait leur poser la question. Très bien. Est-ce que vous seriez disposé à poser la question justement au gouvernement fédéral et à l'Agence des services frontaliers sur la politique qui est appliquée là? Chaque cas est différent. Comme je l'ai mentionné, là, si on décide de séparer une famille, un époux, une épouse, pour des raisons que le fédéral a devant lui, ben ça lui appartient. Au final, même si je suis immensément sensible face à la situation, ben, je ne peux pas statuer, ne connaissant pas les dossiers de ces gens. Je sais qu'ils sont moins d'une douzaine, là, selon ce que j'ai lu, là, ou à peu près dans la dernière année, là, ou dans les derniers mois. Là. Nous, les informations qu'on a, c'est que un pourcentage très important des déportations se produisent au Québec. Donc, il y aurait une politique particulière qui est appliquée au Québec. Est-ce que la question que je vous pose, c'est est-ce que vous seriez prêt à vous informer à tout le monde de cette situation-là? Est-ce qu'il y a une politique qui est appliquée particulièrement pour le Québec? Là? Comme je vous l'ai dit, je suis sensible. C'est préoccupant quand on lit ce genre de situation puis qu'on déchire une famille. Mais il reste que c'est une décision qui est prise par le fédéral à des termes ou des conditions prises par le fédéral. Et si ASFC prend cette décision, bien... OK. Donc, je comprends que vous refusez au moins de vous informer de l'éventualité d'une politique. Vous savez, quand vous dites que c'est plus au Québec, il y a nécessairement plus de demandeurs d'asile. Alors, en proportion, il y en a plus au Québec. Tout à fait. Est-ce qu'il est normal qu'il y ait une corrélation entre les deux? Est-ce qu'on pourrait poser la question? Est-ce que le ministre de l'Immigration, qui a plus les bras longs que n'importe quel citoyen du Québec, ne pourrait-il pas poser la question à savoir si c'est à cause de cela? Je vous dirais que, je vous dis que c'est un sujet que nous avons eu ce matin avec mon équipe et Mme la sous-ministre. Donc, ça fait partie de vos préoccupations? Je suis préoccupé. Donc, on va essayer d'aller chercher des réponses puis comprendre pourquoi. Très bien. Merci, Monsieur le ministre. Et, votre prédécesseur au ministère de l'Immigration a décidé de plusieurs coupes d'aide financière aux demandeurs d'asile. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a coupé l'allocation de 413 $ par mois pour les familles ayant des enfants handicapés. Ça touche 263 familles et une économie de 1,2 million de $ dont 330 enfants. Le même ministère a coupé l'allocation de 1 205 $ de remboursement pour l'accueil d'enfants arrivant seuls. C'est souvent un montant donné aux familles d'accueil.
ce qui touche 119 enfants en 2006. Et voilà. Est-ce que vous seriez prêt à revenir sur ces couples-là qui affectent durement des enfants concrètement? Je comprends la question. Je pense même que c'était une pétition que vous aviez là-dessus. Ça se peut-tu aujourd'hui? Si je ne me trompe pas. Alors, je comprends que la question soit posée ici. De mémoire, c'est un dossier qui est vu par le M3S. Le M3S, c'est eux qui ont décidé donc de faire ces ajustements financiers. Alors, il faudrait peut-être demander à votre collègue de poser la question au ministère de la Santé pour comprendre pourquoi il y a eu ces ajustements de fait là, pour ces personnes en particulier, là. Et la réponse qui nous a été donnée politique, la réponse politique, c'est pour diminuer l'attrait du Québec comme destination soleil pour les demandeurs d'asile. Est-ce que vous croyez que la coupe de ces subventions, de ces allocations-là destinées à des enfants est de nature à diminuer l'attrait des personnes qui cherchent la protection du Canada? Écoutez, je ne veux pas élaborer sur cette question-là qui devrait être posée au M3S. Ce que je vous dis, c'est une décision qui a été prise par le M3S pour des raisons qui leur appartiennent. De ce que je comprends, on était peut-être la seule province là, qui appliquait ce genre d'aide comme telle, de mémoire. Donc, c'est une décision qui appartient au ministère. Nécessairement, je comprends le désarroi de certains là, de voir ces sommes retenues ou revues. Alors, voilà, c'est la seule réponse que je peux vous donner. Très bien. Est-ce que les demandeurs, il y a eu des compressions dans l'aide sociale donnée aux demandeurs d'asile? Il n'y a pas eu de... parfait. Et d'autre part, on sait que les demandeurs d'asile ont très peu accès aux services d'employabilité. Sauf pour des programmes pilotes, je crois savoir-le. Est-ce que c'est le cas? C'est-à-dire les demandeurs d'asile n'ont pas accès aux services d'employabilité du réseau d'employabilité du Québec? Vous parlez d'Emploi Québec, là? D'Emploi Québec. Ben, d'Emploi Québec et des organismes communautaires. Il y a un réseau assez d'OSBL, d'assez dense. Est-ce que les demandeurs d'asile ont accès à des services d'employabilité? On a différents programmes qui sont mis en place pour accompagner les personnes immigrantes dans les organismes communautaires, que ce soit le programme d'aide au soutien à l'intégration, d'autres programmes, le programme de soutien à la mission. Donc, on accompagne ces gens. Et de mémoire, en tout cas, il n'y a personne qui a soulevé. En tout cas, vous êtes le premier peut-être qui pourrait me soulever le fait qu'il n'y aurait pas d'aide pour accompagner... c'est ça. Donc, il y a un minimum d'aide qui est donné à ces gens pour les accompagner comme tel là, sur la voie de l'employabilité. Tout à fait. Il y a souvent de l'aide pour ce qu'on appelle les programmes d'accueil, donc la première installation, etc. Mais aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous dire qu'il n'y a pas, les demandeurs d'asile ont accès à tous les services d'employabilité? Pas tout, mais ils sont accompagnés. Sont accompagnés. Expliquez-nous la différence, monsieur là, il faudrait... Je comprends votre question, mais il faudrait aller dans une autre période des crédits à Emploi Québec. Là. Est-ce que vous pourriez nous dire que... Je n'ai pas cette information avec moi. Les demandeurs d'asile ont accès... vous dites qu'ils ont accès aux services d'employabilité. Là, parce que nous, les nouvelles qu'on a, c'est que dès que les demandeurs d'asile ont... J'ai pas dit ça, j'ai pas tout. Là. J'ai pas dit... Ils sont accompagnés, ils n'ont pas accès à tout. Et qu'est-ce que vous voulez dire par accompagner, monsieur le ministre? Les services publics d'emploi, là, ils sont accompagnés, mais ils n'ont pas tous les services. Ce n'est pas un clé en main 100 %. Là. Donc, on vous aide, on vous amène vers la voie de l'employabilité, vers la voie du travail, mais c'est ce qu'on m'informe. OK. À quel service ils n'ont pas accès, monsieur? Il faudrait poser la question à Emploi Québec, monsieur le député. Là. Très bien, très bien. Écoutez, on va aller du côté, encore une fois, lors de la réunification familiale. Ça a été discuté amplement lors de cette étude de crédit-là. Et on est rendu à les chiffres dont nous disposons, c'est quelques 37 mois d'attente. Vous nous avez donné... 31-32. 32, là.
C'est très bien, c'est en fait 6 mois, là, mais c'est plus que, en tout cas, c'est 2 ans et demi, un petit peu plus que 2 ans et demi, ce qui est assez énorme. Écoutez, monsieur le ministre, on a l'impression que tout est en retard au MIFID. Les programmes PEC, les PSTQ qui démarrent très très lentement, vous nous dites qu'aujourd'hui c'est que quelques centaines de dossiers qui sont étudiés alors qu'il en faudrait des milliers. Et là, pour les programmes PEC, on parle des milliers de personnes et les réunifications familiales, c'est 31 mois, vous venez de nous informer. Il y a des coupes qui sont faites pour les demandeurs d'asile. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne correctement au MIFID. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop facile, Monsieur le député, d'évaluer cette situation de cette manière. Vous savez, on fait des choix comme société. On dépose des plans, un plan pluriannuel. On travaille ce plan avec les partenaires, avec les élus, avec la société civile. Puis on définit le plan sur l'immigration pour une période de 3 ans. On définit, vous le savez très bien, les chiffres, je les ai répétés maintes et maintes fois, 45 000 la cible sur une période de 3 ans. Puis pour la première fois, on définit une portion qui est adaptée plus au fédéral, qui est le programme de mobilité internationale, les travailleurs étrangers, les TET, et les étudiants étrangers. Donc, on a une cible de 65 000 en 2029, 110 000 étudiants étrangers en 2029. Puis c'est ce à quoi on a décidé qu'on allait respecter ces cibles pour les 3 prochaines années. Si je vous écoute, vous pourriez décider, comme gouvernement de Québec solidaire, j'imagine, en vous écoutant, que vous pourriez régulariser tous les dossiers. On a décidé de respecter ces cibles. On va respecter ces cibles. Je peux comprendre, puis le député de l'Acadie l'a mentionné. Il l'a mentionné l'année passée, j'ai lu ses crédits. Il refait la même chose cette année, puis ça va de soi. Ça va de soi. Je poserai assurément les mêmes questions. Mais à quelque part, on est tributaire, dans une certaine mesure, des cibles que l'on a. Du fait que le Québec est une terre d'accueil, mais du fait aussi que le fédéral, pendant un certain nombre d'années, pour ne pas dire post-pandémie, où notre capacité à recevoir, on est là. On est les bras ouverts, on a tous les bras ouverts. Mais jusqu'à quel point on peut, quand je vous parlais tantôt du fonds de recherche qui va travailler avec ses appels de projet pour définir un peu ce qui se passe au Québec. En terminant. Le fédéral a compris les doléances du Québec en abaissant donc ses cibles, autant du PMI, étudiants étrangers. Merci beaucoup. C'est ce qui termine ce bloc d'intervention.